Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture où je vais vous parler de 9 livres. Je ne sais pas si je réitère le projet fou de vous parler de 9 livres en moins de 20 minutes, mais je vais essayer de vous parler de 9 livres en le moins de temps possible. Je commencerai en vous parlant de Lucky List de Rachel Lippincott, paru chez Michel Lafon. On continuera avec Les 100 portes secrètes de Colleen Thompson, paru chez Albin Michel Louise. On poursuivra avec Altacéphalée de Taï Marc Le Tan, paru chez Scrinéo. On enchaînera avec La Vengeance des Étoiles, le tome 1 de Tarassim, paru chez Bayard. Quoi de mieux que de continuer avec un petit Les filles au chocolat, le tome 8, Cœur caramel de Cathy Cassidy, paru chez Nathan. Et j'avais pas enlevé le marque-page. On poursuivra avec De rouage et de sang, le tome 1, Les disparus d'Arcantras de Adé Martel, paru chez Scrinéo. On replongera dans du contemporain avec Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde de Julien M, paru chez l'Archipel. On fera un virage à 180 degrés avec du jeunesse, avec L'éveil des sorcières, le tome 3, Le rival de Rajan, le Cordélia, paru chez Scrinéo. Et on terminera sur mon coup de cœur. Mon coup de cœur avec L'Empire d'écume, le tome 2, L'impératrice aux éclats d'os de Andrea Stewart, paru chez Big Bang. Il y a de quoi faire. Nous allons débuter avec Lucky List. Je crois que finalement la couverture définitive c'est la liste porte-bonheur. Donc j'avais eu ces épreuves non corrigées lors du salon de Montreuil auquel j'avais assisté au petit déjeuner. Michel Lafon accompagné des copines, voilà. Donc Michel Lafon m'avait donné un exemplaire de ce livre. Je me suis laissée tenter parce que j'ai vu des bons retours et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. On est dans un contemporain plutôt mignon. Clairement, on tourne les pages et on se prend d'empathie totale pour l'héroïne qui a vu sa vie basculer quand elle a perdu sa maman. Et depuis, eh bien, elle cherche un petit peu une raison de vivre. Et elle trouve dans les papiers de sa mère, parce qu'en fait ils vont déménager, donc ils sont en train de ranger tout, son père veut se débarrasser des affaires de sa mère d'une façon assez violente et elle a du mal à s'en séparer. Et elle trouve une liste de choses que sa mère voulait absolument faire à une période de sa vie et elle se dit que, eh ben, de son côté, elle va refaire elle aussi cette liste-là. Et passer un été magnifique en réalisant un petit peu ce que sa mère, en suivant les pas de sa mère. Et c'était vraiment très très chouette. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était mignon, c'était frais. Et puis on a une héroïne qui est tiraillée entre son besoin de suivre ce que sa mère aurait voulu et l'envie d'être elle-même. Voilà, Émilie va vivre un été à réaliser un petit peu ce que sa mère avait fait elle-même à son âge. Et on est sur, voilà, une romance. Oui, il y a une romance là-dedans. Il y a beaucoup d'épreuves et... Ah, ça me faisait un petit pincement au cœur de me dire ne suis pas la vie forcément de ta mère. Ta mère aurait voulu juste que tu sois heureuse et pas que tu t'enfermes dans une relation qui ne te convient pas alors que tu es irrésistiblement attiré par cette fille que tu trouves magnifique. Et fonce. Voilà, donc c'est un roman LGBT, vous l'avez compris, et j'ai passé un très bon moment. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite avec Les 100 portes secrètes que j'ai lu en lecture commune avec Valou. Et on a un petit peu le même avis, c'est-à-dire que c'est un roman très très court et il est plutôt compliqué pour le public visé. On va suivre Peter qui vit dans un musée très particulier avec des couloirs étranges, des pièces secrètes, bref, un musée comme on n'en voit probablement jamais. Il vit au milieu d'objets étranges et la particularité c'est que son père a disparu il y a de ça pas mal d'années et Peter se met en quête de se dire que peut-être qu'il pourrait retrouver son père. Il va lui arriver d'étranges aventures, il va se retrouver propulsé dans les portes secrètes cachées dans ce musée. J'ai pas forcément aimé ce roman parce que c'est très très étrange, il se passe des choses qu'on ne comprend pas, c'est très dur de se projeter sur un roman qui fait 230 pages et qui est bizarre.
J'avais l'impression de me retrouver dans Alice au Pays des Merveilles avec Alice qui débarque dans un monde complètement nouveau avec des personnages complètement barrés et un univers complètement barré. Alors peut-être que ça plaira à d'autres, mais moi j'ai pas forcément apprécié, donc il y avait un potentiel, mais je trouve que en si peu de pages c'est compliqué d'exploiter quelque chose comme ça. Je vous parle à présent d'un livre aussi très étrange, mais que j'ai bien aimé, parce qu'il sort totalement de l'ordinaire, et c'est un ovni ce livre, vraiment un ovni, puisque on va se retrouver avec une personne qui va, en prenant de l'altacéphalée, une drogue, changer de personnalité. Donc c'est compliqué à la suivre dans ce roman parce que on ne sait jamais vraiment qui est la personne d'origine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais on la voit débarquer, cette personne, où elle explique qu'elle change de personnalité, qu'elle va devenir Adèle, qu'elle va devenir Iris en fonction des situations. Et un jour, au lieu de prendre la petite pilule bleue, elle va prendre une pilule rouge et ça va complètement dégénérer parce qu'elle va être projetée dans des personnalités qu'elle ne connaît pas. D'habitude, elle prend toujours les mêmes personnalités quand elle prend cette drogue. Là, ça va partir complètement en vrille et c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est une expérience à faire, ce roman. Et pour ma part, j'ai bien aimé ma lecture, même si c'est complètement barré, clairement. Changement de personnalité, changement d'époque. Voilà, on est plongé dans quelque chose de super original, mais qui ne plaira pas à tout le monde parce que, je vous dis, c'est très spécial. Mais voilà, une fois qu'on a compris un petit peu où voulait en venir l'auteur, on voit un petit peu tout le travail qu'il y a sur la personnalité, sur cette envie de partir, de s'exiler de sa propre personnalité, de donner vie à d'autres personnes qui sauront mieux gérer des situations qui paraissent insurmontables à la personne. Bref, en fait, clairement, c'est ce que toute drogue fait. Hein. Elle libère la personne, elle l'empêche de se confronter à ses problèmes. Et c'est exactement ça dans ce roman, parce que la personnalité principale de l'héroïne, eh bien on l'apprend qu'à la fin. Et c'est comme ça qu'on comprend un petit peu ce qui s'est passé. Et encore, on a encore des doutes sur est-ce que c'était vraiment réel? Est-ce que tout ça n'était pas dans l'imagination? Bref, voilà, un ovni. Je pense que je ne pourrai jamais mieux vous l'expliquer que si vous le lisez. Voilà, ce livre est inexplicable, mais j'ai passé un bon moment. On continue avec La Vengeance des Étoiles. C'est un premier tome et clairement, j'attends avec impatience le second tome parce que j'ai passé un super moment avec cette histoire. On y suit Anguille qui vient de passer 7 ans sur un bateau où elle a fait 7 ans d'esclavage. Hein, on l'a vendue quand elle était toute jeune et on arrive à la fin de ses 7 ans et elle n'a qu'une envie, c'est retrouver sa mère, fêter son anniversaire avec elle. Sauf que au moment de débarquer, on lui apprend que sa mère est morte et qu'elle n'a plus aucune raison de vivre finalement. Donc elle va se trouver une nouvelle raison de vivre, la vengeance, et elle va vouloir se venger de ce capitaine qui lui a fait subir des tortures immondes pendant 7 ans, de celui qui a commandité aussi, on va dire, son enlèvement, sa vente, on ne sait pas trop hein, à ce moment-là. Et voilà, et elle va devenir une comtesse pour intégrer le nid de vipère et se venger. Et j'ai vachement aimé. C'était une lecture hyper addictive. J'avais beaucoup de mal à m'arrêter. C'est pareil, je l'ai lu en lecture commune avec le groupe Page Turner. Voilà, tous ceux qui participaient à la lecture commune. Donc on a un petit peu discuté sur le groupe. Et c'est vrai que moi j'ai pas pu les attendre. J'ai pas du tout suivi le découpage parce que il fallait que je continue et je n'avais qu'une envie, c'était de savoir ce qui allait arriver à Anguille. Alors oui, on est d'accord, hein, Anguille, c'est un nom tout pourri, mais c'est
un petit peu la particularité quand on arrive sur ce bateau, ce négrier, c'est d'abandonner sa personnalité, d'abandonner ce qu'elle était avant, donc Amaya, et de devenir un insecte ou une bête visqueuse ou ce genre de choses pour être rabaissé plus bas que terre. Et de voir l'évolution de son personnage, j'ai beaucoup aimé parce que je me suis énormément attachée à Amaya et je l'ai trouvée forte et je l'ai trouvée déterminée. Et j'ai beaucoup aimé le second personnage, parce qu'on est en parallèle entre Amaya et ce second personnage, Kayo, qui lui est un homme, mais un homme de la noblesse, donc un petit peu timoré, un petit peu fragile, comme ça, un petit peu naïf. J'ai beaucoup aimé cette différence entre Amaya qui a dû vraiment lutter pour sa survie, et puis Kayo qui se la coule douce et qui n'a pas vraiment conscience de tout ce qui se passe autour de lui. On a une romance dans ce roman. Franchement, quand j'ai lu le résumé, je pensais que la romance allait être beaucoup plus présente, mais finalement, elle arrive, mais tranquillement, sans prendre toute la place. Et j'aime bien ce genre de choses parce que c'est pas poussé, c'est pas on vous balance dans les bras l'un de l'autre. Non, ça se fait naturellement et on voit se développer les sentiments, et même à la fin de ce roman, on n'est même pas sûr exactement de ce qui se passe entre eux. Et j'aime bien. Franchement, j'ai passé un super moment et j'attends le tome 2 avec impatience. 15 minutes et on n'a pas fait la moitié, les gars. Allez, là ça va être rapide. Je vous parle de Cœur Caramel, le 8e et dernier tome, je crois, sorti, des filles au chocolat. Et là, on va retrouver Summer Thornberry qui revient chez elle après je ne sais plus combien de mois dans son école de danse où elle fait preuve, où elle a retrouvé un semblant de vie, puisque Summer est atteinte de troubles de la nutrition. Voilà, elle a été anorexique, elle a eu pas mal de problèmes. Bref, c'est l'histoire des filles au chocolat qui est la plus touchante, parce que Summer a vraiment un mal-être de dingue. Et là, on la retrouve apaisée, on va dire. Elle retrouve son petit village, elle retrouve ses amis, elle retrouve son copain, elle retrouve sa famille. Et elle n'a qu'une envie, c'est de se la couler douce et de reprendre une vie un peu plus tranquille. Sauf que dès le premier jour, elle arrive et il y a un énorme orage et un arbre se fracasse sur le toit de la salle des fêtes qu'elle a toujours connue. C'est là où elle a pris ses premiers cours de danse, c'est là où il s'est passé énormément de choses et elle a beaucoup de souvenirs et elle veut faire quelque chose pour cette salle des fêtes. Et elle décide d'organiser un spectacle puisque c'est ce qu'elle sait faire. Elle sait diriger les troupes, elle sait diriger les enfants, les faire danser, les faire jouer à la comédie, faire du théâtre. Et elle décide de monter ce spectacle, même si elle sait que ça va être beaucoup de stress et qu'elle risque de replonger dans ses anciens démons. Bref, une histoire, comme d'habitude, hyper touchante, avec Summer en toile de fond, et les filles au chocolat, et cette ambiance si particulière, cette famille si joyeuse, si mignonne, et j'ai adoré comme d'hab, et je ne peux que vous conseiller de lire Les filles au chocolat, quel que soit votre âge, parce que à chaque fois on a des messages hyper forts, hyper touchants, et encore une fois, ce tome 8 ne déroge pas à la règle. Allez, on continue avec un premier tome de saga, avec 2 rouages et 2 sangs, qui est un roman steampunk, puisqu'on se retrouve dans une ville, Arcantras, qui est assez particulière, où il y a les très riches, les très pauvres, et on va suivre Eugène, qui est un journaliste issu de la bonne société, qui va se retrouver confronté à la pauvreté, puisqu'il va devoir enquêter. On lui laisse pas le choix, Lui c'est pas vraiment son sujet de prédilection, mais on lui laisse pas le choix. Il va devoir enquêter sur des mystérieuses disparitions qui se passent dans les bas-fonds et qui concernent des orphelins, des enfants. Et par ce biais-là, on va aussi rencontrer Rowena, qui est justement une de ces orphelines, qui vit de petits larcins, qui arrive à voler des pièces de métal pour les apporter à Œil de Pirate, un homme qu'elle ne connaît pas vraiment, mais qui s'apparente un petit peu à un père pour elle, et qui va disparaître à son tour. Alors, ce livre-là, ça a été très compliqué parce qu'il est extrêmement lent. On a un roman, on arrive à la moitié du roman, et tout ce que je vous ai exposé là ne s'est même pas passé. Voilà, les disparitions, on en entend très peu parler, c'est très très lent, et je dois bien vous avouer que cette lenteur ne m'a pas aidée à apprécier ce roman parce que je m'ennuyais. Je me suis ennuyée pendant les 3/4 du roman. Alors oui, sur la fin,
ça y est, ça part, on commence à approfondir ce qui se passe, pourquoi ces disparitions, qui est à l'origine de ça, qui est le coupable. Oui, tout ça, on va le découvrir. Moi, je veux quelque chose qui me prenne dès le début et qui m'attire et qui me lâche plus. Et là, non, j'avais pas ça. Je n'arrivais pas à m'attacher à Rowena parce que on racontait un peu de sa vie, pareil pour Eugène, mais ça m'intéressait pas. Je m'ennuyais profondément. Alors, il y a certains aspects qui sont très sympas, comme une ville souillée par des choses pas très belles, très sombres, quelque chose vraiment de très noir. Hein. On a Gratouille, voilà, ce personnage, je pense que tout le monde va aimer, puisque c'est un chat qui a une prothèse et qui a des lunettes. Voilà. Le côté steampunk complet. Voilà, il y a certains éléments que j'ai aimés, mais le rythme m'a fait défaut. C'est dommage, mais je lirai pas la suite, hein, du coup. On va parler de cette très belle histoire, très touchante. Je savais de toute façon que j'allais pleurer. Je me suis retenue simplement parce que j'étais, pour la fin de ce roman, dans le couloir de chez mon kiné. Oui, tout ça pour ça, parce que sinon je pense que j'aurais été chez moi tranquillement, j'aurais pleuré. Nous allons suivre Louis, qui est le plus heureux des hommes, puisqu'il vient d'apprendre que sa femme Anna est enceinte et qu'ils attendent leur premier enfant. Sauf que quelques semaines plus tard, il va aussi apprendre qu'il est atteint d'une leucémie foudroyante et qu'il ne verra peut-être pas la naissance de son enfant. Et à partir de là, va débuter un long combat contre la maladie et un compte à rebours pour espérer au moins entreapercevoir son enfant. Donc voilà, quelque chose où déjà vous savez que ça va être dur, que ça va être compliqué. Et en fait, moi ce qui m'a touchée dans cette histoire, c'est que j'ai vu mon vécu, clairement, parce que, waouh, je vais pleurer. Dans ce roman, on va suivre Louis qui va devoir être mis en chambre d'isolement, en chambre stérile, puisqu'il va être malade. Le traitement fait qu'il est en aplasie, donc il n'a plus de défense immunitaire. Et en fait, ça retentit en moi, puisque mon papa l'a vécu. C'est dès le début du roman, donc ça m'a mis directement dans l'ambiance. Et on a beaucoup de questionnements sur ce qu'on va laisser à ses enfants, la place du père, parce que il explique très bien, la maman, on la voit tout de suite comme quelqu'un qui va vous faire des câlins, l'amour. Le père, c'est quoi? C'est l'autorité? C'est quoi? C'est pas ce côté-là. Et voilà, il va essayer de démontrer un petit peu de toucher par ses interrogations. Il va essayer de voir aussi ce qu'on laisse derrière soi, si on n'est plus présent. Est-ce qu'on a possibilité quand même de laisser une trace, malgré le fait qu'on ne soit plus là? Et en fait, dans ce roman, Louis va se constituer une histoire, et pour sa fille, il va faire des petits messages vidéo et il va se projeter dans sa vie et lui expliquer certaines choses à tel moment de sa vie. Et c'était très touchant, c'était très beau. Et puis, encore une fois, mon vécu personnel, puisque il y a 3 prénoms qui sont en ballottage pour sa fille, et dedans il y a Julia. Et du coup j'étais là, faut choisir Julia. Bref, voilà. En fait, je pense que vraiment ce roman a touché quelque chose en moi parce que j'ai vécu des choses comme ça et j'ai vu moi-même mon papa dans des situations comme ça, et la lutte pour survivre et vaincre cette maladie. Ah, c'était poignant, c'était touchant, et j'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin parce que j'ai remercié intérieurement l'auteur de ne pas avoir fait quelque chose de brutal, de ne pas avoir fait quelque chose qui m'aurait dévastée. Et voilà, pour ça je le remercie, et merci à ce roman d'exister et de m'avoir touchée comme ça. Allez, l'éveil des sorcières, le tome 3, on conclut la saga commencée par Cordelia. On y suit un groupe de 3 jeunes sorciers en apprentissage avec la même sorcière, avec Harmonie. Et ce 3e tome est tourné sur Rajan, c'est le titre, mais en fait, pas vraiment. Enfin, j'ai pas trouvé que Rajan était vraiment au centre de ce roman. On y suit encore Maëlys, on y suit Nora, et
on y suit ce petit groupe qui s'est formé de 3 qui vont être plus forts que les autres et qui vont encore une fois combattre les préjugés et essayer de se battre pour la place qui est la leur, pour leur légitimité en tant que sorcière. Et c'était un chouette roman, j'ai bien aimé, c'est peut-être celui qui m'a peut-être le moins touchée parce que Nora, voilà, c'était le premier tome, on découvrait un petit peu Nora et sous couvert de cette histoire de sorcière, il y avait toute une problématique sur le harcèlement scolaire, etc. Pour Maëlys, c'était une problématique plutôt sur la famille, comment ça se passe au sein d'une famille. Elle a aussi un handicap, elle est sourde. Donc voilà, toute cette découverte de cet univers-là. Et dans ce 3e tome, bah, Rajan quoi, c'est un gosse adorable. Et voilà, là c'est plutôt la lutte pour s'intégrer parmi des gens qui ne vous trouvent pas de légitimité. Et c'était sympa, mais clairement, je m'attendais peut-être à plus, mais c'était une bonne conclusion parce que cette fois-ci, on est vraiment dans le monde de la magie. C'est peut-être ce qui manquait un petit peu dans les 2 autres. Là, vraiment, on est au cœur de la magie puisque Nora, Maëlys et Rajan vont assister pour la première fois à un rassemblement de sorcières où ils vont être conviés et ils vont un petit peu découvrir ce qui les attend dans le futur. Et c'était chouette, c'était un bon dernier tome pour conclure cette saga qui a été très chouette. Mon coup de cœur! Oh là là, mon bébé. Je ne m'en suis encore pas remise, hein, clairement. C'est un 2nd tome et mon Dieu que c'était bon! Oh, j'ai adoré, j'ai lu en lecture commune avec Marilyn du compte Summary's Books et à ce moment-là, je peux vous dire que la pauvre Marilyn, je pense que ce livre, elle l'a adoré, comme moi, elle a eu un coup de cœur, mais le résumé, il doit être affreux à faire, mais je pense qu'elle va en faire des pages, parce qu'il est tellement dense ce livre, il se passe tellement de choses. C'est incroyable. Franchement, il y a tout ce que j'aime dans ce roman, dans ce 2nd tome. J'avais beaucoup aimé le 1er tome. On est dans un univers qui est constitué d'îles. L'empereur règne sur ces îles. Il impose la cérémonie aux enfants de 7 ans, je crois. Une cérémonie où il y a le prélèvement d'un petit os derrière l'oreille. Au cours de cette cérémonie, certains enfants meurent. Et ceux qui survivent, donc avec cet os en moins, sont susceptibles de mourir à petit feu de la maladie des os, puisque l'empereur utilise ces petits morceaux d'os pour créer des concepts qui sont censés protéger le royaume d'une menace qui n'est pas réapparue depuis très longtemps, plus d'une centaine d'années, les Alangas, qui ont fait régner la terreur apparemment dans ce royaume, et l'empereur protège les habitants grâce à cette cérémonie et grâce à la magie d'os pour éviter le retour des Alangas. Et là, ce 2nd tome, mais il est explosif. Ensuite, 3 personnages en particulier, Ansuline, la fille de l'empereur qui voulait changer les choses dans le 1er tome, mais qui avait pas mal de secrets et qui découvrait un petit peu qui elle était vraiment, hein, parce qu'elle-même l'ignorait. Nous avons Jovis qui est un ancien contrebandier qui lui était à la recherche de sa femme qui avait été emmenée sur un bateau au voile bleu, il ne l'a jamais revue. Et nous suivions Sable qui, elle, vivait sa petite vie tranquille, peinard, à rien faire sur une île avec d'autres personnes qui étaient complètement amnésiques comme elle. Et là, elle se réveille, elle sait qui elle est et elle va mener la guerre. Rien que ça. Donc voilà, dans ce 2nd tome, c'est la guerre avec ces 3 personnages-là et j'ai adoré. Mais je vous jure, mais cet univers est tellement riche, tellement puissant, il y a tellement d'action, les personnages sont hyper attachants. J'adore Lynn, j'adore Jovis. Sable, j'ai un peu plus de mal parce que mais on sent qu'il y a quelque chose, qui a une blessure en elle. J'ai plus de mal, mais alors les autres, mais je les adore, et puis cet univers est tellement dingue, je ne sais même pas si je vous donne envie de le lire, mais oh, j'adore, mais j'adore. C'est un de mes plus gros coups de cœur en fantasy, et je suis amoureuse de cette saga, j'attends le tome 3 avec grande impatience, et je ne sais pas comment faire pour vous convaincre de le lire. Je sais que le 1er tome avait pas mal de critiques, comme quoi c'était très lent, qu'il se passait pas grand chose. Mais les gars, vous avez lu le livre? Dès le début du livre, il y a une île qui coule. Une île qui coule, qui s'enfonce dans les profondeurs de la mer.
et avec tout le monde qui meurt. Bah là, il y en a d'autres, des îles. C'est le déclin total. C'est l'horreur. Il y a des serpents de mer, des créatures énormes qui viennent attaquer. Bref, c'est l'anarchie, c'est horrible. Et en fait, on va développer la magie d'os et on va développer tout ce qu'on ne savait pas sur les Alangas, parce que franchement, le tome 1, il y avait plein de mystères. Et là, on commence à percevoir tout ce qui se passe derrière et c'est dingue. Dingue. Voilà, je n'en dis pas plus. Lisez l'Empire d'Écume. S'il vous plaît, lisez l'Empire d'Écume. Si vous aimez la fantaisie, la bonne fantaisie, mais allez-y. Ce livre fait 730 pages. Je l'ai bouffé en 5 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai fini le lundi matin. Moins de 5 jours. Je ne pouvais pas m'arrêter de le lire parce que il est addictif et génial. Coup de cœur. Je n'ai eu que 2 coups de cœur pour l'instant depuis le début de l'année. Un contemporain avec le Virginie Grimaldi et celui-ci. Lisez l'Empire d'Écume. Lisez-le. Voilà. Bon, j'aurais dû commencer la vidéo en disant on va essayer de faire moins de 30 minutes. Parce que là, même ma caméra m'a dit c'est trop long. Au bout de 30 minutes, elle a coupé parce qu'elle a dit temps limite dépassé. Allez, je n'en dis pas plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin pour voir mon coup de cœur, l'Empire d'Écume. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.